Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et le moment est venu sur Europe 1 d'oublier un peu notre époque pour aller nous promener dans une autre, en compagnie évidemment de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Le but de cette promenade est assez lointain aujourd'hui puisque je vous propose un saut en arrière de quelques 1500 ans. Nous allons parler de Clovis, l'époux de Clotilde, l'homme de Vouillé de Tolbiac, du vase de Soissons. Je vais dans un instant vous raconter son baptême à Reims, ce baptême que l'on considère souvent, vous savez, comme l'événement fondateur de l'histoire de France. Alors c'est le moment de nous faire part de vos questions et de vos remarques. Vous connaissez la marche à suivre. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet d'Europe 1. Ben oui, tous les chemins mènent à Reims, même ceux d'internet. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Personne ne connaît avec certitude la date du baptême de Clovis. Certes, l'événement si capital pour notre histoire a eu lieu lors d'une veillée de Noël, mais en quelle année ? Est-ce que c'était le 24 décembre 496 ? C'est ce que laisse entendre la chronique de Grégoire. Seulement, cette chronique, elle a tout de même été rédigée un bon demi-siècle plus tard. Est-ce que c'était le 24 décembre 498 ? 499 ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pendant une nuit de Noël. Vous allez voir que nous sommes souvent dans l'approximation, et pour cause, nous remontons là dans des temps qui sont relativement mal documentés. Alors Julia, je vais vous demander de me suivre au milieu d'une France, je devrais presque dire au milieu d'une Gaule, qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Cette France, ce royaume des Francs, dont Clovis hérite à l'âge de 15 ans à la mort de son père, on est là en 481. Ce royaume, si l'on peut dire, est à peu près, on peut dire que son épicentre se situe au niveau de l'actuelle Belgique. Or, dès 486, Clovis a donc 20 ans, il double ce territoire en arrachant vers le sud toute l'actuelle région du centre à un chef qui se dit romain, qui est nommé Syagrius. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'Empire romain d'Occident vient tout juste de s'effondrer. On est là on peut dire qu'on est dans les premières années du Moyen-Âge, de ce qu'on va appeler le Moyen-Âge. Voilà donc le jeune Clovis à la tête de ce royaume qui s'étend maintenant sur toute la moitié nord de l'actuelle France, si vous voulez, sur une petite partie de l'Allemagne. Les deux principaux dangers qui guettent ce jeune royaume franc se trouvent au sud, au sud-ouest, avec pour capitale Toulouse. C'est le danger des Visigoths, les Goths de l'ouest, qui sont menés par Alaric. Et puis au sud-est, autour de Lyon, si vous voulez, ce sont les Burgondes qui sont là, et qui dépendent, les Burgondes, les ancêtres des Bourguignons, qui dépendent du roi Gondebaud. Sur un plan religieux, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est le plus important de cette histoire, ces royaumes du sud adhèrent à l'arianisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'arianisme ? Eh bien, c'est une doctrine chrétienne qui a été professée à Alexandrie, donc en Égypte, par un certain Arius, et qui est considéré comme hérétique par l'Église catholique, et qui considère que Jésus ne serait pas né de Dieu, ce serait, si vous voulez, une sorte d'homme comme les autres au départ, et qui n'aurait accédé à la divinité qu'au moment de la Passion. D'où l'importance pour les Ariens de la fête de Pâques. Ce qui est important pour nous, c'est qu'un adepte de cet Arius soit venu évangéliser les Goths à la fin du IVe siècle, et que depuis, les Ostrogoths, les Visigoths et même une partie des Burgondes sont donc ariens. Naturellement, chez eux, il reste pas mal de catholiques héritiers de la culture gallo-romaine et de l'empire chrétien, et bien sûr, tous ces chrétiens minoritaires, tous ces catholiques très influents néanmoins, qui continuent à résister à l'arianisme autour de leurs évêques, sont très actifs. Alors les Francs, vous allez me dire dans tout ça, Clovis et les siens sont tout simplement païens. Leurs dieux à eux sont les héritiers des anciens dieux celtes, ce qui n'empêche pas là non plus les évêques du Nord de continuer d'exister chez les Francs et d'essayer, avec le soutien des anciennes populations gallo-romaines, d'essayer de convertir au christianisme ces guerriers païens qui sont venus de l'Est. Or, Clovis va se révéler d'emblée un bon candidat à la conversion. Il est très intéressé par la doctrine chrétienne, pas par celle des Ariens, qui sont ses ennemis naturels, non, par celle des catholiques, dont il a senti tout de suite qu'ils pourraient bien devenir ses alliés objectifs.
Pour Clovis, le catholicisme, c'est un peu la clé de la respectabilité gallo-romaine. Dès la grande campagne de 486, Clovis a bien pris soin d'épargner les églises, de ménager le clergé catholique. Et en 492, il fait mieux que ça, il décide d'épouser une princesse burgonde d'une branche dissidente, et d'ailleurs décimée par Gondebaud. En effet, Clotilde, c'est son nom, Clotilde n'est pas arienne, elle est bien catholique. Aussi bonne épouse que bonne reine, elle va dès lors employer toute son énergie à tenter de convaincre son époux de se convertir à ce qu'elle croit être la vraie religion, et lui, en attendant, accepte que leur fils aîné soit baptisé. Malheureusement, ça n'empêche pas le malheureux Ongomir, c'est son nom, de mourir en bas âge. Et là, Clovis ne peut pas s'empêcher de songer que c'est un mauvais présage. N'oublions pas que dans son optique païenne, la divinité n'a de raison d'être que si elle apporte aux vivants une aide substantielle. Clovis, pour ses guerriers, est un chef spirituel autant qu'un chef de guerre. C'est un magicien autant qu'un stratège, un prêtre autant qu'un roi. Il est censé tenir la force et la fortune des colliers et des gris-gris qu'il arbore aussi fièrement que sa longue chevelure de guerrier franc. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec Franck aujourd'hui sur Europe 1, nous faisons un bond en arrière de 1500 ans au temps de Clovis. Alors ce Clovis, donc jeune chef de guerrier parfaitement païen, s'intéresse, vous voyez, aux idées catholiques, il s'intéresse beaucoup à l'histoire des grands évangélisateurs et notamment au célèbre Martin de Tours, vous savez, le Saint Martin qui avait coupé son manteau pour en donner la moitié à un pauvre. Ce Saint Martin qui se trouve, dont le tombeau et la basilique se trouvent dans la ville de Tours. Il se trouve que en 484, Clovis doit passer par Tours. Il est parti livrer bataille à Alaric, donc aux Visigoths du côté de Saintes. Et pendant ce passage à Tours, il manifeste un certain désir de se convertir au catholicisme. Il faut bien être conscient qu'une telle envie n'a rien d'évident. À l'époque, elle a même quelque chose de révolutionnaire. Clovis, je vous l'ai dit, est un chef païen. Normalement, il est censé défendre ses propres dieux celtes. Il se trouve entouré jusque dans sa propre famille par tout un groupe très favorable à l'arianisme. Et pour couronner le tout, l'Église catholique est très fragilisée à l'époque par un double schisme. Schisme entre Rome et Constantinople. Ça nous entraînerait un peu loin d'en parler. Et puis, un schisme à Rome même entre deux papes concurrents. On a connu quand même des situations plus attrayantes pour adhérer à une nouvelle religion. Et bien pourtant, après pas mal de tergiversations, Clovis va faire clairement le choix du catholicisme. L'année charnière, c'est 496, au moment de la célèbre bataille de Tolbiac. Vous allez voir, c'est pas un hasard. Il se trouve que Sigebert, qui est le roi des Francs de Rhénanie, est en guerre avec les peuplades de l'Est de l'actuelle Allemagne, qu'on appelle, là non plus c'est pas un hasard, les Alamans. Sigebert étant le parent et l'allié de Clovis, il fait appel au jeune roi des Francs pour venir le secourir. Or, Clovis, qui déjà est un brillant stratège et qui se sait inférieur en nombre aux Alamans, va monter tout un stratagème ingénieux pour soulager Sigebert sans affronter en bloc ses agresseurs. Il opère une manœuvre de contournement par le nord, il traverse le Rhin pour obliger les Alamans à revenir vers lui et à relâcher la pression sur les Francs rhénans. Le problème, c'est que ce brave Sigebert, avec ses Francs rhénans, ne résiste pas assez longtemps. Il s'effondre dans Tsulpi, donc à Tolbiac, et il oblige Clovis et ses Francs saliens à marcher contre les Alamans. On parle là de peuplades et d'époques un peu complexes, mais en gros, Clovis est parti soutenir un cousin du côté de l'Allemagne, et il est dans une situation de grande difficulté. On peut dire que la bataille est même en train de tourner, cette bataille de Tolbiac est en train de tourner à son désavantage. Est-ce que Clovis a paniqué ? On peut dire en tout cas, pour faire un jeu de mots, qu'il ne sait plus à quel saint se vouer. Naturellement, puisque ces dieux ont l'air de l'abandonner, il pense au dieu de sa femme, il pense au dieu de Clotilde. Et la légende veut, c'est très difficile de savoir quelle est là-dedans la part de réalité évidemment, la légende veut qu'il ait fait un serment, le fameux serment de Tolbiac. Or, que ce soit un effet du hasard ou de la providence, toujours est-il qu'au moment même où Clovis fait son serment, le chef des Alamans reçoit une hache à la volée. Ah oui, c'est violent à l'époque. Il tombe de son cheval, il est mort, c'est la débandade dans les rangs des ennemis, la victoire est à Clovis.
Eh ben oui, mais il a fait un serment, donc maintenant, il lui reste à accomplir sa promesse. Alors, comme je vous l'ai dit, Clovis n'était pas un néophyte dans la religion catholique, il s'y intéressait depuis longtemps, mais maintenant, il fait plus que s'y intéresser. Sur le chemin du retour, il va faire étape à Toul, qui est un gros diocèse, et tout de suite, il se rend chez l'évêque. L'évêque, c'est Vaste, le futur saint Vaste, un ermite qui répond aux nombreuses questions qui se posent pour Clovis, bien entendu. Alors, Clovis continue son chemin, il arrive à Rilly-aux-Oies, à 2 pas de la résidence royale d'Attigny. Il renvoie son armée, se jette dans les bras de Clotilde qui est venue à sa rencontre. Il y a là, on peut dire, un moment très fort. Il a une très grande nouvelle à lui annoncer. Il a pris sa décision. Il va se convertir à sa religion, à la religion catholique. Clotilde exulte. Dans la foulée, elle envoie un message au très sage et très puissant évêque de Reims, Rémy, le futur Saint Rémy, pour lui annoncer la nouvelle. Évidemment, il faut que tout ça reste très secret pour le moment. J'insiste sur cet aspect secret parce que inutile d'inquiéter, évidemment, l'entourage païen du roi. Surtout, il serait dangereux d'alerter ses ennemis ariens. Pour Clotilde, c'est un moment d'allégresse incroyable. Elle a réussi, disons-le, parce que c'est bien elle qui est à l'origine de tout ça, elle a réussi à convertir son mari à sa religion. Clovis va devenir catholique. Quand je dis Clovis, tous ses guerriers, tous ses conseillers, toute sa cour avec lui, c'est bien le royaume des Francs qui est en train de basculer. C'est le début de cette longue histoire. Qui vous relate cet après-midi sur Europe 1 le baptême à Reims de Clovis, Franck. Alors ce baptême s'est déroulé soit à Noël 498, soit Noël 499. Clovis a un peu plus de 30 ans, 33 ans, c'est l'âge du Christ. Alors pourquoi est-ce que ce baptême a lieu à Noël et non pas à Pâques, qui était la fête habituelle des baptisés? Eh bien, je vous ai dit que pour les Ariens, qui ne voyaient la divinité du Christ que dans la Passion, Pâques était naturellement la grande fête. Clovis a voulu marquer le coup, si je puis dire, en se faisant baptiser à Noël. Il insistait sur sa croyance dans la divinité permanente du Christ et donc dans son appartenance à l'Église catholique. C'est tout ça est très symbolique naturellement. Les préparatifs ont dû être longs, difficiles. L'évêque Rémy de Reims, qui allait officier, qui allait baptiser le roi des Francs, tenait à être entouré du plus grand nombre d'évêques possible, qui ont dû accourir de leurs différentes provinces, même dans les terres burgondes et visigothiques. Ceux qui n'avaient pas obtenu l'autorisation de faire le voyage étaient, on peut dire, de cœur et d'esprit dans le baptistère de Reims. Alors c'est le grand chroniqueur Grégoire de Tours qui, contrairement à ses habitudes, nous laisse une description très détaillée des décors, des aménagements faits dans Reims pour la circonstance. Il faut imaginer la ville pavoisée de riches couleurs, les églises tendues d'étoffes blanches, on fait brûler partout, veillée de Noël oblige, des milliers de bougies odorantes dont le parfum se mêle aux fumées de myrrhe et d'encens. Le clergé a revêtu ses plus riches atours. Les compagnons de Clovis croulent sous les parures de pierres précieuses. N'oubliez pas que ça reste des guerriers francs néanmoins. Le roi est logé dans l'ancien palais romain de Valentinien Ier, mais la procession va emprunter la voie romaine depuis la porte de Bazée jusqu'au baptistère qui ressemblait à peu près à ceux de Fréjus ou de Poitiers qui datent de la même époque. Dans la perspective du 1500e anniversaire, donc c'était ça à l'époque, c'était en 1995, on a fait des fouilles sur place et on a retrouvé sous le chœur de la cathédrale les restes d'une piscine baptismale. Le cérémonial du baptême est très spectaculaire à cette époque. Il faut imaginer le roi entouré de tout le haut clergé du royaume qui se dépouille de sa tunique de pourpre et qui entre carrément dans la cuve baptismale où il a de l'eau jusqu'aux cuisses. On connaît les paroles de Saint Rémy, mitis depone colla sicamber, c'est-à-dire courbe la tête, fier sicambre. On traduit ça depuis quelques années plutôt par dépose humblement tes colliers, sicambre, c'est-à-dire tes colliers, toutes les amulettes, tous ces fétiches que portait le roi des Francs. On va asperger Clovis de l'eau du baptême et puis il ressort, on lui passe la tunique blanche des baptisés. Voilà pour la régénération du corps. L'éveil de l'esprit va se faire dans la foulée lors d'une cérémonie de confirmation qui passe par l'onction du Saint-Crème sur le front et sur le cœur. C'est ce moment-là de la cérémonie qui a parfois été confondu avec le sacre, avec une sorte de sacre royal. Surtout, beaucoup plus tard, on a créé la belle légende, vous savez, de cette colombe qui serait venue du ciel au moment où Saint Rémy allait oindre Clovis pour apporter elle-même le Saint-Crème dans une ampoule. Nous
verrons quand est née cette belle légende et nous essaierons tout à l'heure avec mon invité, avec Laurent Theiss, de voir comment s'est constitué peu à peu le mythe fondateur du baptême de Clovis, bien entendu. Il faut savoir qu'au même moment, 2 sœurs de Clovis ont été baptisées avec lui. Alors là, c'est intéressant, vous pouvez prendre des notes, ça peut donner des idées de prénoms pour les jeunes filles. L'une des sœurs s'appelle Albofled, c'est pas mal. Alors ça je note, pour ma fille pour plus tard. Et Albofled. l'autre, Lantéchilde. C'est D'accord. très joli, Lantéchilde aussi. Je suis sûr que ça pourrait avoir un succès fou. Donc elles sont baptisées. L'une était païenne, l'autre arienne. Elles se font baptiser en même temps que leurs frères. Quant aux soldats de Clovis, les fameux Antrustions, Grégoire nous dit qu'ils étaient 3000 à se faire baptiser. Mais c'est sans doute un chiffre rhétorique. Vous savez, comme on dirait, nous, il y avait 36 000 personnes. Mais là, il dit il y a 3000 soldats qui se sont fait baptiser. Enfin, 3000 compagnons de Clovis qui se sont fait baptiser en même temps. Je doute quand même que 3000 personnes soient descendues une à une dans la piscine. Il est probable qu'on les ait aspergés d'eau bénite et qu'on ait procédé à un baptême collectif. Je ne peux pas l'affirmer, mais enfin c'est quand même ce qui paraît a priori le plus probable. Alors, évidemment, ce baptême de Clovis va avoir des conséquences très importante. D'abord, à l'intérieur même des terres de Clovis, à l'intérieur du royaume franc. On peut dire que ça va donner au roi un pouvoir de contrôle tout à fait neuf sur la population. À cette époque, les évêques sont les seuls à pouvoir infiltrer le territoire en profondeur. Et bien voilà que maintenant, ces évêques, ce relais épiscopal, Clovis peut compter dessus. C'est un guerrier, Clovis, mais c'est aussi un administrateur. On ne peut pas imaginer qu'un aspect politique comme celui-là lui ait échappé, évidemment. Et puis, plus profondément, dans le royaume des Francs, cette conversion du roi et de toute l'élite du royaume au catholicisme va marquer un virage vers l'héritage romain. Il ne faut pas oublier qu'on est à cette époque-là, on fait un peu la balance entre cette population de substrat gallo-romaine, d'origine donc catholique, et puis le peuple d'envahisseurs, ces guerriers païens. Eh bien là, il va y avoir une sorte d'ancrage du royaume franc dans la culture gallo-romaine, incontestablement. Et c'est là la création de la future France moderne. On peut dire cette fécondation de la vieille culture romaine par le sang barbare à travers l'Église. C'est absolument fondamental. Ce sont bien les origines de l'histoire de France. Je ne vous avais pas menti en vous le disant tout à l'heure. Et puis au dehors, bien entendu, la conversion du roi des Francs jette soudain dans son camp toutes les minorités catholiques qui, partout au sud du royaume franc, vont se révolter contre l'arianisme des Visigoths et des Burgondes. Et désormais, on peut dire que Clovis dispose de centaines et de milliers d'agents installés au cœur même des puissances ennemies. Ça aussi, ça va bien sûr compter. La conquête définitive du royaume wisigoth aura lieu en 507 avec la mort d'Alaric face aux troupes de Clovis sur le champ de bataille de Vouillé, près de Poitiers. Eh bien, toute cette bataille, cette victoire définitive, elle a été évidemment préparée par le sacre. Et puis, plus fondamentalement, la conversion de Clovis va avoir pour effet immédiat de déplacer le centre de gravité de la chrétienté. Je vous ai parlé des 2 schismes qui à l'époque minaient l'Église. Il faut savoir aussi que les Ostrogoths de Théodoric avaient conquis Rome à l'époque et imposé l'arianisme également dans toute une partie de l'Italie. Et bien du jour au lendemain, le fait que le roi des Francs soit devenu catholique va faire briller une sorte de nouvelle lueur d'espoir à l'ouest, au nord, quand la seule lueur avant ça restait à Constantinople. Pour l'Église catholique, c'est un véritable sauvetage, c'est un pôle d'où lancer la reconquête. On va voir dans un instant avec mon invité, on va voir dans un instant avec Laurent Theiss, quelles ont été les autres conséquences symboliques, pratiques, politiques du baptême, j'allais dire du sacre, attention, on va aussi faire bien la distinction. Et puis nous allons voir, je vous l'ai dit, comment s'est constitué par la suite cette légende dorée de Clovis qui s'est maintenue en France très tard, au moins jusqu'à la Restauration et probablement jusqu'à nos jours, puisque les instituteurs de la République eux-mêmes se sont fait par la suite les relais de cette légende. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Aux éditions Complexes, c'était au moment de l'anniversaire, du 1500e anniversaire du baptême, en 1996, d'un très beau Clovis. Nous savons, écrivez-vous Laurent, nous sentons mieux sans doute que les contemporains que s'est joué dans ces 3 décennies, donc du règne de Clovis, quelque chose de grand. C'est que l'ensemble territorial et culturel ainsi constitué, si disparate fut-il, s'est maintenu et développé à la
la différence de tous ceux qui sont apparus à la même époque ou qui existaient déjà. À coup sûr, la France n'est pas née en 496 à Tolbiac, ni en 498 à Reims, pas plus qu'en 507 à Vouillers. Pourtant, lorsque Charles le Chauve, Louis XI et Charles X invoquent les mânes de Clovis et se placent sous son patronage, ils éveillent un écho et sollicitent une mémoire dont la substance historique, en dépit de multiples avatars, est solidement établie et s'est maintenue vivante. Roi vainqueur, roi législateur, roi parisien, il faudra qu'on en parle. L'époux de Clotilde fait figure d'abord et toujours de roi pieux et ami des églises parce qu'il fut seul en son temps roi baptisé catholique. C'est au tour du baptême que s'ordonne la destinée réelle de Clovis et mieux encore sa destinée posthume. De ce geste qui lui appartint en propre, tout le reste au vrai a découlé. On a presque envie de dire qu'après un paragraphe comme celui-là, on n'a plus qu'à se taire et passer de la musique. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve ce texte très bien. Ah oui. C'est le vôtre, hein. Précisons que c'est le vôtre et que vous n'êtes pas fâché avec lui. Vous avez raison parce que tout est dit effectivement. Ce baptême de Reims n'est pas seulement un acte symbolique sur lequel on va revenir et qui depuis a fait l'objet de toute la littérature qu'on sait. Il est tout simplement un acte politique majeur en ce milieu de premier millénaire. Il a deux dimensions à mon avis. La première, c'est une dimension de reprise d'un cérémonial précédent qui était celui de la conversion de Constantin. Et Grégoire de Tours, que vous avez cité, a tout fait pour confondre le modèle constantinien et la réalité du baptême de Clovis avec cette conversion après une bataille, la bataille du Pont Milvius en 312, le pape Sylvestre, qui est au fond le grand frère de Rémy, qui baptise lui-même, une dame qui joue un rôle important, Hélène, la mère de l'empereur, en 312, Clotilde, l'épouse, en 498. Bref, il s'agit de répéter ce qu'il y a eu de plus glorieux dans l'histoire humaine et sacrée depuis des décennies. Et en même temps, il s'agit, et là dans une vision plus lointaine et rétrospective, de préparer, et ça a été considéré comme ça dans la suite des siècles, de préparer les fondements de la légitimité de la royauté franque puis française qui doit l'emporter sur toutes les autres. Nous allons voir dans un instant comment les monarchies successives, comment les régimes qui se sont succédés ensuite pendant des siècles ont réutilisé en quelque sorte ce baptême de Clovis et ce règne de Clovis. Nous dirons aussi quelques mots plus concrets sur sa vie, sur sa famille, sur Clotilde, sur Geneviève aussi, puisque après tout nous sommes à Paris ici. Je vous rappelle, ça je m'adresse directement aux auditeurs, que si ça vous dit d'aller faire un tour du côté du parc Disneyland Paris, vous avez encore quelques minutes pour jouer à la hotte de Noël. C'est tellement beau, je trouve que c'est inspiré comme pouvait l'être le moment de ce baptême de Clovis. Nous sommes en compagnie de Laurent Theiss, normalien agrégé, historien médiéviste et notamment auteur récemment d'ouvrages sur l'avènement du Capet et sur Robert le Pieux, et l'auteur bien entendu de ce Clovis aux éditions Complexes, un Clovis qui a été, je disais juste avant cet écran publicitaire, qui a été constamment réutilisé. L'image du baptême de Clovis, on peut dire que c'est l'image fondatrice de la monarchie française. Clovis est une construction de la monarchie française elle-même. Ce que vous montrez dans plus de la moitié du livre, hein, il faut dire. Oui, parce qu'en réalité, ce que nous savons de Clovis lui-même, vous l'avez précisé tout à l'heure, est extrêmement ténu. Et c'est précisément parce que... Et sujet à caution. Et sujet à caution. Mais c'est précisément parce que c'est ténu et sujet à caution qu'on a pu construire, utiliser ce personnage, comme on ne pourrait pas le faire d'un personnage qui serait davantage attesté par des documents. Donc la plasticité de Clovis a servi à modeler une image qui est à la source de l'État, de la nation et de l'idéologie française dans son sens le plus noble. À quelle époque est-ce qu'on a commencé vraiment à s'emparer du mythe de Clovis ? Il y a eu deux étapes principales sous ce que j'appellerais l'Ancien Régime, la royauté française pour aller vite. Le premier, c'est lorsque les Carolingiens, au milieu du 8e siècle, adviennent au pouvoir par un coup d'État, par la force. Et c'est Pépin le Bref. En 751, Pépin le Bref est couronné roi des Francs, mais une autre liturgie accompagne ce geste de couronnement déjà bien connu pour ses prédécesseurs, qui est un sacre qui est administré par des évêques et qui est renouvelé d'ailleurs 3 ans plus tard par le pape lui-même. Le sacre vient du fond des âges, il vient de l'Ancien Testament de David. Mais l'Ancien Testament n'est pas une caution suffisante. Et la royauté carolingienne éprouve le besoin grandissant de légitimer son avènement au pouvoir par un précédent illustre. Et c'est en cela que l'église de Reims, menée par un très grand archevêque dont le nom mérite d'être rappelé, Hincmar, archevêque de Reims pendant près de 40 ans, au IXe siècle, construit une légende
mais une légende pieuse, une légende qui est plus vraie que la vérité. Vous avez une idée fausse, c'est un fait vrai. Hincmar est le père du personnage Clovis, si l'on peut dire. Il est en tout cas son nouveau géniteur, C'est ça. son nouveau père. Et il transforme par des déplacements subtils le geste du baptême, cette liturgie-là, en sacre. C'est-à-dire que l'onction qui a été donnée à Clovis en 498 à Reims par le prédécesseur d'Hincmar, Rémy, est transformée en un geste de consécration qui fait du roi ainsi consacré l'égal d'un évêque et du coup le successeur direct et légitime du plus grand modèle dont dispose la monarchie franque, qui est Clovis. Et il y ajoute des éléments légendaires qui inscrivent dans la christologie le personnage de Clovis en faisant appel au Saint-Esprit, comme lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, par Jean-Baptiste, avec cette colombe du Saint-Esprit qui apporte le crème supposé disparu de l'Église. C'est l'origine de la confusion qu'on peut faire entre le baptême de Clovis, car au départ c'est bien un baptême, et le sacre, dont vous nous dites qu'il est une construction carolingienne sur ce baptême. Alors, deuxième étape, puisque vous nous disiez... Deuxième étape, une fois ancré, mais il faut quand même 3 siècles, si vous voulez, pour installer une légende dont les érudits de l'époque voient tout de même qu'elle n'est pas fondée sur des documents très précis. Mais peu à peu s'ancre l'idée que l'essence, que le liquide, le baume, le crème qui avait servi au baptême a été renouvelé perpétuellement et ne disparaît jamais. Ce sera de grandes conséquences si on a le temps d'arriver jusqu'en 1825. C'est une substance magique, une substance magique. Jamais. Ne soyons pas profanes à l'excès dans ces choses si religieuses. Mais c'est en effet une substance qui ne se corrompt et qui ne s'éteint jamais et qui est donc sous les espèces de l'éternité qui est l'apanage de la divinité. Deuxième étape, pour aller vite, c'est nettement plus tard, la guerre de 100 ans. Dans la guerre de 100 ans, déjà émerge une sorte de pré-nationalisme français. En tout cas, on porte la royauté française, la dynastie, réputée issue de Clovis génétiquement autant que légitimement, on se sert de tout ce dont dispose, le fourniment dont dispose la royauté sacrée pour faire face à une autre légitimité concurrente, qui est la royauté anglaise. Et à ce moment-là, après une période d'assoupissement ou de repos, la personne de Clovis est convoquée pour faire face à l'ennemi. L'ennemi, c'est le Wisigoth de l'époque, ou le Sarrasin de l'époque, c'est-à-dire l'anglais. Et pour faire face à l'anglais, on brandit ce sacre et le toucher des écrouelles dont ne dispose pas le roi d'Angleterre. On impute à Clovis, contre toute raison, l'invention des lys, l'invention de l'oriflamme de Saint-Denis, et donc tout ce qui fait que le roi de France est le roi aimé de Dieu qui lui apportera la victoire. Et là, Clovis fait l'objet d'une multitude d'écrits, de discours, de sermons, déjà de représentations graphiques qui le portent au sommet de la gloire au tournant des XIVe et XVe siècles. Alors, on n'a pas le temps de parler de tous les sacres, et notamment du tout dernier d'entre eux, celui du roi Charles X, le dernier roi de droit divin en France, sacré donc à Reims, pardon, n'importe quoi. C'est Henri IV, oui. Sacré à Reims, bien entendu. Mais on est toujours dans la même mythologie, si je puis dire. En tout cas, on est toujours dans la même continuité sacrale et symbolique. Et ce qui est très étonnant, c'est que sous la République, on continue. Alors, il y a une anecdote sur laquelle je vais vite. En 1793, en octobre 1793, le député à la Convention du département de la Marne, Ruhl, piétine et détruit à coups de marteau en place publique la Sainte Ampoule qui contenait le crème, pour montrer que c'en était fini avec la royauté sacrée. On ne pouvait plus sacrer un roi. Oui. Et on a inventé en 1825 une fiction comme quoi quelqu'un, en passant, un prêtre avait réussi à récupérer quelques gouttes qu'on avait malaxées pour en refaire un crème qui serve pour le dernier roi, qui soit l'héritier de Clovis. Et les instituteurs de la Troisième République vont refaire de Clovis une figure fondatrice de l'unité, enfin de la dynamique nationale. Alors, Clovis reprend du poil de la bête, si j'ose dire, en 1870 en 1914 contre les Allemands. Charlemagne est allemand, Clovis est le roi parisien, le roi français, celui qui se trouve sur la colline de la montagne Sainte-Geneviève. C'est un roi bien de chez nous. Clovis par Laurent Teil, c'est aux éditions Complexes. Un grand merci à Lorena, à Guillaume, à Romain. Ce soir, je vous donne rendez-vous sur France 3 à 23h pour vous parler de Jeanne d'Arc. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, alors aujourd'hui nous allons parler de ce que Jeanne d'Arc n'a jamais pu connaître puisqu'il s'agit de sexualité avant, pendant et après la grossesse. Voilà. Vous avez des questions, il ne veut plus vous toucher, vous n'avez une libido au niveau 0, eh bien vous nous appelez, les experts sont là pour vous répondre et c'est un vrai problème entre les couples. C'est toujours le 39 21 34 centimes d'euros la minute pour vos questions
ou de façon plus discrète europe1.fr. Nous flirtons aujourd'hui dangereusement avec l'hérésie à cette antenne. Merci beaucoup Elena. À Merci demain Franck. Julia. À ce soir, Et à 23h ce soir, oui. sur France 3 et à demain 13h15 sur Europe 1.